La grande histoire de la Seconde Guerre mondiale. Épisode 13. Premières victoires alliées. La Seconde Guerre mondiale entrait dans sa troisième année. Adolf Hitler et ses alliés de l'Axe poursuivaient leur avancée sur des terres encore à conquérir. En 1942, les impressionnantes armées du Troisième Reich avaient pénétré profondément en Russie, combattant l'armée rouge dans les rues de Stalingrad, tandis que, plus au sud, d'autres troupes avaient atteint les montagnes glacées du Caucase. En Afrique du Nord, les Allemands et les Italiens avaient franchi la frontière de l'Égypte et tentaient de se rapprocher des champs pétrolifères du Moyen-Orient. En Extrême-Orient, les Japonais avaient étendu leur zone d'influence impériale bien au-delà des limites de leurs petites îles et se trouvaient maintenant à la tête de terres et d'océans immenses qui s'étiraient du sud-est asiatique jusqu'aux îles isolées du Pacifique. Des millions d'hommes et de femmes souffraient sous le joug des puissances de l'Axe qui, à la conquête du monde, faisaient régner la terreur sur les pays qu'ils occupaient. Mais pour ceux qui continuaient à combattre dans l'ombre de ces nouveaux empires, l'automne 1942 allait voir une lueur d'espoir s'allumer. La puissance des Alliés augmentait car l'Union soviétique, les USA et la Grande-Bretagne étaient enfin réunis. L'équilibre des forces était sur le point de basculer. En novembre, les Alliés avaient été enfin capables de lancer leur débarquement en Afrique du Nord. Parallèlement, la 8e armée repoussait l'ennemi depuis l'Égypte. Les forces italiennes et allemandes engagées dans le désert faisaient désormais face à une attaque sur deux fronts. Dans le même temps, les soldats soviétiques engagés dans ce qu'ils appelaient la Grande Guerre patriotique était sur le point de lancer une contre-offensive à Stalingrad. La ville subissait un hiver terrible et la 6e armée allemande allait se retrouver piégée, sans espoir d'évasion. Des plaines gelées de l'Union soviétique à la jungle impénétrable des îles du Pacifique, le combat contre l'Axe prenait de l'ampleur et le sort des armes, progressivement mais inéluctablement, était en train de tourner en faveur des Alliés. Lorsque la France et la Grande-Bretagne déclarèrent la guerre à l'Allemagne nazie en septembre 1939, l'essentiel de la population des USA était convaincu de rester en dehors du conflit. Beaucoup pensaient que la Seconde Guerre mondiale était une affaire européenne qui ne concernait en rien les USA. Ils en étaient si convaincus qu'ils s'opposèrent au président Roosevelt lorsque celui-ci commença à faire quelques pas en faveur de ceux qui combattaient Hitler. To keep our boys out of foreign wars is no better than his promise to balance the budget. They're already almost on the transport.
Mais comme le conflit connaissait une escalade, Hitler put compter sur de nouveaux alliés. Lorsque le Japon signa le pacte tripartite avec l'Allemagne et l'Italie en septembre 1940, les USA allaient être bientôt fixés sur leur rôle dans cette guerre. Le 7 décembre 1941, les Japonais lancèrent une attaque aérienne dévastatrice contre la base navale de Pearl Harbor, prélude à leur invasion des îles du Pacifique et de l'Asie du Sud-Est. Plus de 2000 hommes furent tués à Hawaï et les flammes dévorèrent les épaves des cuirassés et destroyers. Le lendemain, les USA déclarèrent la guerre au Japon. 3 jours plus tard, le 11 décembre, Hitler déclara la guerre à l'Amérique et après ces années de neutralité prudemment préservées, les USA faisaient soudainement face à une guerre sur 2 fronts. Les soldats furent mobilisés et les troupes commencèrent à s'envoler pour l'étranger. Le premier problème auquel furent confrontés le président Roosevelt et son état-major était de déterminer où devaient être concentrés leurs efforts. D'un côté, les Japonais faisaient peser une menace considérable sur les intérêts américains dans le Pacifique. Peu de temps après l'attaque contre Pearl Harbor, ils s'étaient emparés des Philippines, de Guam, de l'île de Waké et d'un certain nombre d'autres bases américaines. D'un autre côté, les armées allemandes occupaient presque toute l'Europe, ainsi que de vastes régions de l'Union soviétique et une grande partie de l'Afrique du Nord. En dehors de la Russie, seules les troupes britanniques et du Commonwealth résistaient encore, mais avaient peu d'espoir de repousser les forces du Troisième Reich sans l'aide de l'Amérique. Adolf Hitler disposait de plus d'une puissance économique supérieure à celle du Japon. La conclusion qui s'imposait était que l'Allemagne représentait, pour les Alliés, la menace la plus importante. La décision fut donc prise de soumettre l'Allemagne nazie en Europe en premier lieu, tandis que le Pacifique se verrait attribuer les ressources nécessaires pour tenir face au Japon. Lorsque l'Allemagne aurait été défaite, les forces alliées se concentreraient alors pour vaincre le Japon. Personne n'avait alors imaginé la vitesse à laquelle le Japon allait se créer un empire. En 1942, le Japon avait étendu ses frontières des limites de la Birmanie aux portes de l'Inde, aux glaciales îles aléoutiennes près de l'Alaska, et avait conquis des îles comme la Nouvelle-Guinée et les îles Salomon dans le Pacifique Sud. Devant ce constat, en 1942, nombreux étaient ceux qui estimaient que quelque chose devait être fait sur le théâtre pacifique. Les responsables de la marine américaine étaient en outre particulièrement désireux de se venger de Pearl Harbor. Déterminé à contre-attaquer, l'amiral King insista pour qu'une offensive soit lancée contre l'île de Guadalcanal, qui faisait partie de l'archipel des Salomon, au nord-est de l'Australie. Les Japonais avaient commencé à y construire un aérodrome et leur présence était un vrai danger pour les ports australiens. King était inquiet pour les routes maritimes entre l'Australie et l'Amérique qui pourraient être coupées sous peu. Des troupes US allaient arriver dans le Pacifique et ceci pourrait avoir de lourdes conséquences sur les capacités des Alliés à effectuer leur contre-attaque. En dépit de la directive qui faisait de l'Europe la zone de combat prioritaire, à Washington, l'état-major combiné accepta pourtant le projet de campagne de King. Le 7 août 1942, le premier débarquement américain amphibie eut lieu dans le Pacifique, marquant le basculement de l'Amérique des opérations défensives aux opérations offensives. Les batailles dans les jungles sombres et humides des îles Salomon allaient être longues et cruelles. Des hommes perdirent la vie, terrassés par la maladie, plus que face à l'ennemi. En pleine mer, au même moment, de terribles batailles navales se déroulaient, causant de lourdes pertes des deux côtés.
Le 26 octobre 1942, le porte-avions USS Hornet, d'où était parti le raid sur Tokyo, commandé par Doolittle en avril, fut touché pendant la bataille des îles de Santa Cruz. C'était une perte majeure pour la flotte américaine. Il n'y eut rien à faire pour sauver le navire qui avait subi de terribles dommages causés par les bombes et les torpilles. Cependant, les Américains avaient un avantage puisqu'ils s'étaient emparés de l'aérodrome à Guadalcanal, lequel était aux mains des Japonais depuis les premiers jours de la bataille. Henderson Field fut alors transformée en base aérienne importante. Elle allait faire peser une lourde menace sur tous les navires japonais amenant des troupes fraîches sur l'île. Le nombre de prisonniers japonais était en augmentation et au mois de décembre 1942, il était évident que la campagne menée par King dans les îles Salomon était un succès. L'ennemi s'était retiré sur la côte ouest de Guadalcanal. On décida de laisser l'armée finir le travail. À la fin de l'hiver, en février 1943, Guadalcanal avait été sécurisé. Les Américains étaient alors prêts à franchir une nouvelle étape dans la guerre du Pacifique. À plus de 6000 km au nord des îles Salomon, les soldats américains devaient faire face à un défi différent. Les îles Aléoutiennes, qui s'étendent au large de l'Alaska dans le nord du Pacifique, avaient été envahies en juin 1942 par les Japonais, installant le danger à proximité du Canada et de la côte ouest de l'Amérique. Le risque d'une attaque contre le territoire américain était réel. Il fut décidé d'envoyer un petit nombre de soldats pour occuper l'île d'Adak, quelques semaines après l'invasion de Guadalcanal. De là, les Américains espéraient pouvoir lancer des raids contre les forces japonaises basées sur les îles de Kiska et d'Attu. Le climat glacial et le sol gelé posaient de sérieux problèmes aux soldats dans les Aléoutiennes, tout autant que la chaleur et la maladie en posaient aux marines dans la jungle des îles Salomon. Malgré les brouillards épais, les tempêtes, les températures et le gel, les soldats américains basés sur Adak étaient déterminés à battre les Japonais et furent rapidement prêts à lancer leurs premières attaques. La clé de la victoire dans les Aléoutiennes devait être la puissance aérienne. Il était donc impératif de construire en priorité un aérodrome adapté aux bombardiers afin qu'ils attaquent les bases japonaises aussi vite que possible. Bien que les conditions météorologiques ne simplifiaient pas la tâche, dès que la base fut prête, les pilotes américains commencèrent à braver l'hiver pour infliger autant de dommages que possible aux troupes japonaises du secteur. La bataille pour les repousser allait cependant prendre un peu de temps. Ce n'est qu'en 1943 que les troupes américaines parvinrent à s'aventurer sur Kiska et Attu pour s'assurer que les Aléoutiennes avaient été débarrassées des envahisseurs. Les événements dans le Pacifique et principalement l'invasion de Guadalcanal ayant focalisé l'attention, les combats dans les Aléoutiennes passèrent dans l'histoire sous le nom de la guerre oubliée. Les hommes qui ont combattu là ont pourtant joué un rôle important dans le conflit. Nombre d'entre eux y ont laissé leur vie, mais il était important de protéger le territoire américain et les voies maritimes du Pacifique. Les campagnes de Guadalcanal ou des Aléoutiennes restaient cependant secondaires par rapport à l'objectif principal qui était d'écraser l'Allemagne nazie.
En 1942, des centaines de milliers de soldats soviétiques avaient été tués sur les champs de bataille de Russie et l'urgence d'ouvrir un second front en Europe était plus pressante chaque jour. Il y eut de nombreux débats au sein du commandement allié à propos de l'endroit où lancer l'attaque. Dès 1941, Winston Churchill et Franklin Roosevelt avaient discuté de la possibilité d'une ambitieuse invasion à travers la Manche depuis l'Angleterre, vers la France occupée. L'idée était largement soutenue par le commandement américain, mais les Anglais étaient plus réticents, inquiets de la puissance allemande en France. L'armistice signé entre la France et l'Allemagne en 1940 avait placé les zones nord et ouest du pays, y compris toute la côte atlantique, sous le contrôle des troupes d'Hitler. Envoyer des soldats britanniques et les jeunes troupes américaines à peine entraînées affronter ces soldats aguerris apparaissait alors suicidaire. En août 1942, ces craintes s'avérèrent tout à fait justifiées lorsqu'un raid à petite échelle lancé contre Dieppe dans le nord de la France se conclut par un désastre. Le port était efficacement défendu par les Allemands et sur les 6000 soldats canadiens et britanniques engagés dans l'opération, plus de 4000 furent tués, blessés ou capturés. Cette tragédie rendait évident le fait que les Allemands n'abandonneraient pas un mètre carré de territoire conquis sans se battre jusqu'au bout. Cependant, l'expérience de Dieppe allait contribuer à améliorer la préparation d'un éventuel débarquement en France. Il fallait plus de temps aux Alliés avant de se lancer dans une attaque à très grande échelle, et bientôt un objectif alternatif allait devenir plus prioritaire. Comme ils l'avaient fait de la France métropolitaine, les Allemands avaient pris le contrôle des colonies françaises en Afrique, et celles-ci jouaient un rôle clé dans les batailles menées par le Troisième Reich en Afrique. Les ports d'Algérie et de Tunisie permettaient aux convois d'approvisionnement destinés aux troupes italiennes et allemandes de traverser sans encombre la mer Méditerranée, ce qui posait de sérieux problèmes aux troupes alliées qui protégeaient l'Égypte. En dépit de toutes les tentatives pour bloquer l'avancée ennemie, le 30 juin, les troupes de l'Axe conduites par le général Erwin Rommel avaient traversé la frontière libyenne et atteint El Alamein, à une centaine de kilomètres d'Alexandrie. Le canal de Suez menaçait véritablement de tomber aux mains des Allemands. Or, il était vital pour l'équilibre des forces alliées. Reliant la Méditerranée à la mer Rouge, il donnait accès aux richesses du Moyen-Orient, en premier lieu le pétrole. Si le canal tombait aux mains d'Hitler, les conséquences seraient désastreuses pour l'effort de guerre allié. La situation se détériorant en Afrique, il fut proposé, plutôt que de débarquer en France, d'envahir l'Afrique du Nord. Le plan était de s'emparer des principaux ports et aérodromes du Maroc et de l'Algérie grâce à des attaques simultanées contre Casablanca, Oran et Alger. Les troupes alliées avanceraient ensuite en Tunisie pour s'emparer du port de Tunis, ce qui allait s'avérer un important mouvement pour réduire les lignes d'approvisionnement de l'Axe. L'état-major de la marine britannique était conscient que s'emparer de ces ports serait une étape vitale pour le contrôle de la Méditerranée, ce qui faciliterait la reconquête de l'Europe occupée. Après le débarquement en Afrique du Nord, les Alliés seraient alors capables d'avancer dans le ventre mou de l'Europe en envahissant l'Italie. Le commandement américain était au départ assez réticent à une opération en Afrique du Nord, craignant que les Britanniques ne veulent ainsi éviter pour longtemps un débarquement en France. Mais le président Roosevelt avait créé des liens étroits avec Winston Churchill et lui apporta son soutien. Le général Eisenhower fut choisi pour coordonner l'invasion qui reçut le nom de code Opération Torche. Et à l'été 1942, il arriva à Londres pour commencer la préparation de l'attaque. En Afrique du Nord, les combats pour stopper les Allemands continuaient. Le général Montgomery, connu sous le diminutif de Monty, avait pris le commandement de la 8e armée en Égypte en août 1942 et était déterminé à stopper Rommel et ses troupes à El Alamein.
La 8e armée avait solidement tenu ses positions lors de la bataille d'Alam el-Aqfa fin août, et désormais créant ainsi une ligne de défense qui s'étendait de la côte à la passe de Katara, ce qui permettait de tenir les troupes allemandes et italiennes à distance pour le moment. Il ne faisait aucun doute que les troupes de Rommel allaient très vite repasser à l'offensive. Montgomery se concentrait, au début de l'automne 42, aux préparatifs pour une terrible contre-attaque qui devrait chasser les troupes de l'Axe d'Égypte et les repousser en Libye. D'importantes quantités d'armes et de munitions furent rassemblées pour donner aux troupes de Montgomery une puissance de feu supérieure. De nouveaux chars arrivèrent d'Amérique tandis que de nouvelles troupes rejoignaient la 8e armée. Montgomery allait disposer d'environ 200 000 hommes. En attendant, les avions alliés faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour détruire les lignes d'approvisionnement de l'Axe. Les forces basées à Malte interceptaient ces navires en Méditerranée tandis que l'aviation, basée dans le désert, effectuait une campagne incessante de raids contre les navires, en bombardant les ports libyens proches de la frontière égyptienne. Ceci eut pour conséquence que l'essentiel des approvisionnements de Rommel durent être livrés désormais à Benghazi ou Tripoli, qui se trouvaient un peu plus à l'ouest, à une plus grande distance d'El Alamein. Sans tarder, les approvisionnements destinés aux troupes allemandes tombèrent à un niveau inquiétant. Rommel réalisa que la guerre en Afrique ne pourrait pas être remportée sans un soutien aérien plus important. Mais les avions de la Luftwaffe étaient mobilisés par les combats sur le front russe, laissant la puissance aérienne alliée sans concurrence au-dessus du désert. En octobre 1942, seulement la moitié des approvisionnements parvenaient aux troupes de Rommel. Aggravant encore plus la situation, la santé du général déclinait. Il décida de rentrer en Allemagne pour se soigner, laissant ses troupes sous le commandement du général Stumme. Mais le départ de Rommel ne pouvait survenir à un pire moment, car Montgomery était sur le point de lancer sa contre-attaque. Les mois de planification méticuleuse étaient finalement terminés, et le 23 octobre, les troupes alliées se lancèrent dans la plus grande bataille qu'elle ait menée jusqu'alors. Dans le silence du désert, les troupes prirent connaissance du message simple de Montgomery. Que tous, chaque officier ou homme de troupe, entrent dans la bataille avec la volonté de combattre et de tuer pour finalement emporter la victoire. À 21h40, le massacre commença par le plus important bombardement d'artillerie depuis la Première Guerre mondiale. 9000 canons tirèrent sur les lignes de troupes de l'Axe pendant 15 minutes, faisant trembler le sol par la violence de l'attaque. Les obus labouraient les défenses de Rommel, l'infanterie avança, préparant le terrain pour les divisions blindées. La bataille devait continuer 14 jours et 14 nuits. Rommel, revenu en Afrique du Nord pour aider à stopper l'avancée alliée, le 2 novembre comprit qu'il était battu. En dépit des ordres d'Hitler de lutter jusqu'au dernier, il commença à battre en retraite 2 jours plus tard. Des milliers de ses hommes avaient été tués, blessés ou faits prisonniers. Une partie des soldats de Rommel réussirent à s'échapper par Solhoum, près de la frontière égyptienne. Les troupes alliées arrivèrent rapidement par l'ouest et les forces de l'Axe, considérablement affaiblies, durent leur faire face sur 2 fronts. En Angleterre, la nouvelle de la victoire de Montgomery à El Alamein réjouit toute la nation et pour la première fois depuis le début de la guerre, les cloches des églises de tout le pays sonnèrent pour la célébrer.
Personne ne fut plus heureux de la nouvelle que le Premier ministre Winston Churchill, dont la popularité avait commencé à souffrir des défaites des Alliés, à Dunkerque en France et à Singapour en Extrême-Orient. La nouvelle de la victoire de Montgomery arrivait juste à temps. Rommel chassé d'Égypte, Churchill reprit espoir. Dans un discours à la Chambre des communes début novembre, il annonça « Ce n'est pas la fin, ce n'est même pas le début de la fin, mais c'est peut-être la fin du commencement. » Churchill n'avait aucun doute sur le fait que la bataille d'El Alamein marquait un moment important de la Seconde Guerre mondiale, et plusieurs années plus tard, il écrivit « Avant El Alamein, nous n'avions pas eu une seule victoire. Après El Alamein, nous n'eurent plus une seule défaite. » Les Britanniques avaient finalement de bonnes raisons de célébrer la victoire, mais d'autres difficiles batailles les attendaient encore, comme l'opération Torche, c'est-à-dire le débarquement en Afrique du Nord. Celui-ci s'avéra être un véritable champ de mine diplomatique bien avant que les troupes anglaises et américaines aient l'opportunité de mettre le pied sur la terre d'Algérie ou du Maroc. Pour que cette campagne ait une chance de réussir, il était important de persuader les forces françaises de Vichy, basées en Afrique du Nord, de collaborer avec les Alliés, et Roosevelt craignait que l'implication anglaise dans le débarquement ne nuise au projet. Bien que la France et la Grande-Bretagne aient combattu ensemble pendant la Grande Guerre et étaient alliés au début de la Seconde, lorsque Paris tomba aux mains des nazis en 1940, les liens établis entre les deux nations se rompirent brutalement. Le gouvernement français, conduit par Paul Reynaud, avait tenté d'échapper à l'avancée des nazis après que Paris ait été envahi, déménageant un certain nombre de fois avant d'arriver à Bordeaux dans le sud-ouest du pays. Mais de nombreux politiciens désiraient la fin des hostilités et en dépit des objections de Reynaud, le 22 juin, l'armistice fut signé entre la France et Adolf Hitler. Reynaud démissionna et fut remplacé par le maréchal Pétain, âgé de 84 ans, qui forma son nouveau gouvernement à Vichy. Le régime de Vichy reçut la pleine reconnaissance diplomatique des USA qui espéraient user de persuasion pour amener la France non occupée à rejoindre le camp des Alliés. Mais la Grande-Bretagne choisit une option différente. La collaboration de Vichy avec l'Allemagne nazie présentait de nombreux risques pour l'Angleterre, qui avait peur que la très puissante marine française ne tombe aux mains des Allemands. Les répercussions en auraient été catastrophiques pour la Grande-Bretagne, qui était déjà aux abois, combattant pour sa survie, alors que les U-boats l'étranglaient en maraudant dans l'Atlantique. Churchill, Premier ministre depuis moins de 2 mois, ordonna que la marine française joigne ses forces à celles de la Royal Navy britannique, ou soit neutralisée de quelque façon que ce soit, afin d'empêcher ces navires de tomber aux mains des ennemis. Quelques navires militaires à quai dans les ports français furent rapidement saisis. La principale concentration de navires de guerre se trouvait dans le port de Mers el-Kébir, en Algérie française, et c'est cette flotte qui causait le plus d'inquiétude à Churchill. En dépit des assurances données par l'amiral Darlan, ministre de la Marine, qu'il n'y avait aucun danger que les Allemands ne s'emparent de ces navires en Afrique du Nord, le Premier ministre britannique était déterminé à éliminer tout risque potentiel pour la sécurité de son pays. Churchill prit donc une des décisions les plus controversées de toute sa carrière lorsqu'il envoya un ultimatum à la flotte française. Lever l'ancre pour rejoindre les eaux alliées ou être attaqué. Lorsque les négociations échouèrent le 3 juillet 1940, les Britanniques ouvrirent le feu et 1297 marins français furent tués et des milliers d'autres blessés. Nombreux furent ceux qui condamnèrent la décision de Churchill, et l'amiral qui reçut l'ordre de mener l'attaque déclara que ce fut la plus grosse gaffe politique des temps modernes. Mais tandis que les politiciens hurlaient après le Premier ministre, l'attaque avait pourtant prouvé au monde que les Britanniques étaient décidés à combattre le Troisième Reich, quoi qu'en soit le coût.
En 1942, cependant, ces événements de l'été 1940 posaient toujours un problème pour l'attaque du territoire français d'Afrique du Nord. Roosevelt sentait que les Français réagiraient mieux face aux troupes américaines et suggéra que toutes les forces de débarquement soient constituées de soldats de l'armée américaine ou de marine. Les Britanniques, très désireux d'encercler ce qui restait des troupes de Rommel, ne pourraient pas être laissés de côté. La décision fut prise que si les attaques contre Casablanca au Maroc et Oran en Algérie seraient menées par des forces uniquement américaines, une force combinée anglo-américaine envahirait Alger. Les troupes britanniques reçurent cependant l'instruction de porter un drapeau américain sur leur uniforme dans l'espoir que cette précaution apaise les Français. Le président Roosevelt également fit certains gestes pour s'assurer que les troupes françaises de Vichy, bien plus nombreuses que les unités alliées, collaborent au plan d'invasion. Il écrivit personnellement au maréchal Pétain lui demandant de soutenir les Alliés. Il tenta même de convaincre les populations arabes d'Afrique du Nord en diffusant une proclamation disant que les guerriers du bien américains allaient arriver. « Priez pour notre succès au combat, aidez-nous et Dieu nous aidera tous ». Le message était étonnant. Il est difficile de dire quel impact il eut sur les populations locales. Parallèlement, Roosevelt envoya un diplomate du nom de Robert Murphy à Alger comme son représentant personnel en Afrique du Nord. Murphy avait la mission d'entrer en contact avec tous les courants politiques potentiellement amicaux en Tunisie, Algérie et Maroc. Il devait également trouver une personnalité représentative française pour l'attaque. Murphy fut rapidement convaincu que le général Henri Giraud, qui s'était récemment rendu célèbre en s'échappant d'une prison allemande, était l'homme de la situation. Giraud avait été détenu par les nazis pendant 2 ans, et bien qu'il fût un soutien de la France de Vichy, il refusait de collaborer avec les Allemands, ce qui convenait parfaitement aux Alliés. L'alternative pour le commandement français en Afrique du Nord était le général Charles de Gaulle, basé à Londres depuis que les nazis occupaient la France. De Gaulle était considéré comme le chef de la France libre, mais Roosevelt sentait que s'il y avait un quelconque espoir de passer outre le commandement de Vichy, Giraud serait un meilleur candidat. Pour le moment, De Gaulle était laissé à l'écart de tout ce qui concernait ses opérations. Plus tard, son rôle fut important dans l'effort allié contre l'Allemagne. Les négociations politiques suivaient leur cours, ce qui n'empêchait pas des centaines de navires alliés de se diriger vers l'Afrique du Nord. Les task forces centrales et orientales quittèrent les îles britanniques en direction de l'Algérie, tandis que la task force occidentale, forte de 102 navires et de 24 000 soldats américains, quittait les USA pour traverser l'Atlantique, infesté de U-boats. Leur destination était le Maroc français. Pratiquement tous les hommes à bord allaient connaître leur baptême du feu. Quelques mois plus tôt, ces hommes étaient des employés, des juristes, des vendeurs, des mécaniciens, et bientôt, ils allaient devoir faire face aux terribles exigences du combat. Après quelques jours de mer, ils furent briefés sur l'endroit où ils allaient être débarqués et reçurent quelques notions des langues qui y étaient parlées. Les leçons de français furent complétées par quelques rudiments d'arabe, mais si certains suivaient les cours de langue, la plupart des soldats préparaient les armes dont leur vie allait dépendre. Durant le trajet, ces hommes en apprirent plus sur leurs objectifs. Soldats et marins, la puissante armée française peut s'opposer à notre débarquement et toute résistance, quelle qu'elle soit, doit être anéantie. Cependant, les soldats français qui seraient amenés à se rendre doivent être respectés et traités comme il se doit, car ils sont nos futurs alliés. Rappelez-vous, les Français ne sont pas nos ennemis.
The French are not Nazis or Japs. Les 3 task forces impliquées dans l'opération progressaient dans le plus grand secret. En dehors de la menace que faisaient peser les U-boats, le commandement allemand ne comprit pas la signification de ces convois et la menace qu'ils faisaient peser sur l'Afrique du Nord. En réalité, certains commandants pensaient que ces navires n'étaient qu'un convoi de ravitaillement en route pour Malte. Les U-boats avaient échoué à stopper les convois alliés. Mais un autre danger menaçait la flotte de débarquement, la météo. Les conditions orageuses rendaient les eaux de l'Atlantique du côté de Casablanca extrêmement agitées. La décision fut prise de dérouter la Task Force Ouest vers Gibraltar où les autres navires devaient se rassembler. Cette base alliée, située entre l'Espagne et l'Afrique du Nord, était l'endroit où le général Eisenhower avait établi son quartier général, profondément enterré à la base du rocher. Mais les navires destinés au débarquement n'étaient pas les seuls nouveaux venus à Gibraltar. À la veille de l'opération, le général Giraud y fut discrètement conduit par un sous-marin. Giraud crut qu'il allait se retrouver à la tête de l'opération. Il y eut quelques moments de confusion lorsqu'Eisenhower lui expliqua la mission par l'intermédiaire d'un interprète. Giraud accepta de n'être que spectateur. Il se tenait prêt à devenir administrateur de l'Afrique du Nord française. Aux premières heures du 8 novembre, les navires avaient rejoint leur position en prélude aux 3 attaques coordonnées en Afrique du Nord. La force Est était séparée en 3 groupes. Deux foncèrent vers les plages à l'ouest d'Alger et l'autre à l'est. Il n'y eut pratiquement aucune opposition des Français et quelques généraux vinrent même féliciter les troupes américaines. Conjointement, on avait acheminé 500 parachutistes depuis les îles britanniques pour épauler l'attaque contre Oran. Tous ne réussirent pas à atteindre leur cible au sud de la ville et la force d'attaque centrale resta seule pour faire face à l'opposition. Après un bref combat naval dans le port de Oran, les troupes commencèrent à débarquer tôt le matin du 8 novembre. Un premier groupe arriva sur les plages à l'est de la ville et fut rapidement suivi par un second à l'ouest. Leurs objectifs étaient de converger et d'encercler la ville. Quelques unités durent faire face à une certaine résistance, mais rapidement les combats cessèrent et les Français se rendirent aux troupes alliées. La deuxième phase des 3 attaques avait été parfaitement accomplie. La troisième, le débarquement autour de Casablanca, allait être une autre histoire. Une tentative pour démanteler le commandement pro-Vichy de Casablanca avait échoué et les défenses françaises attendaient la Task Force Est. Les Américains subirent le feu de la flotte française et un violent combat naval eut lieu au large de la côte marocaine. Les Français perdirent 4 navires. Les troupes qui avaient débarqué rencontrèrent une farouche opposition. Mais alors que la bataille faisait rage, une série d'événements allait avoir de profonds retentissements sur le déroulement de la campagne d'Afrique du Nord.
Lorsque la Task Force Est entra dans Alger, elle découvrit que l'amiral Darlan était en visite privée en ville. L'opportunité se présenta de discuter avec un haut responsable de Vichy d'un rang plus élevé que Giraud. Eisenhower entama avec lui des négociations et lui proposa de rester à la tête des troupes françaises si elles rejoignaient les Alliés. Cela pouvait laisser croire que le régime de Vichy, avec ses lois nazies et ses camps de concentration, serait maintenu. Pour beaucoup, c'était tout simplement inacceptable. De Gaulle, qui était désormais au courant des événements en Afrique du Nord, était furieux, et le général Giraud n'était pas plus enthousiaste à l'idée de travailler aux côtés de Darlan. La nouvelle de la collaboration d'Eisenhower avec le commandant vichiste s'était répandue, et il y eut une vraie interrogation aux États-Unis quant à la loyauté du commandant allié. Nombreux furent ceux qui furent perturbés par ces négociations avec la France de Vichy. Il n'en reste pas moins vrai que sans la collaboration de Darlan et un accord de paix permanent entre les Alliés et la France, de nombreuses vies pourraient être perdues au combat en Afrique du Nord. En effet, des centaines d'avions français et leurs pilotes attendaient l'ordre d'attaquer les troupes alliées qui se dirigeaient vers la Tunisie. Il était donc vital que la coopération de Darlan soit obtenue pour que le reste de la campagne soit un succès. Finalement, le 10 novembre, après avoir signé un accord avec Eisenhower, Darlan ordonna le cessez-le-feu et les troupes françaises rendirent les armes. Les combats prirent fin à Casablanca et les troupes alliées purent continuer leur marche vers Tunis. Mais les conséquences pour Darlan furent lourdes. Le maréchal Pétain exigea immédiatement sa démission et Hitler, furieux de la nouvelle de la collaboration de Darlan avec les Alliés, ordonna à ses troupes de marcher sur la France non occupée, la zone libre, le 11 novembre. La décision d'Hitler d'envahir la France de Vichy eut pour conséquence de confirmer les Français dans leur décision de soutenir les Alliés. Leurs troupes rejoignirent alors les Britanniques et les Américains qui combattaient en Tunisie. Les tanks alliés roulaient vers l'est et à 2000 km de là, la 8e armée de Montgomery faisait d'importantes avancées dans la direction opposée, repoussant les forces de l'Axe hors d'Égypte. Les troupes britanniques s'emparaient des ports stratégiques le long de la côte libyenne, espérant que Rommel et l'Africa Corps se retrouvent rapidement encerclés par les deux armées alliées. La bataille d'Afrique du Nord continuait, et Adolf Hitler craignait que l'Europe du Sud se retrouve sous peu sous la menace des Alliés. Il donna l'ordre qu'on envoie des milliers de soldats et de chars en Tunisie pour repousser leurs attaques. Pendant ce temps, le général anglais Kenneth Anderson conduisait la marche vers Tunis avec la première armée. Ses troupes étaient composées de soldats américains et britanniques issus de la force d'attaque Est ainsi que de soldats français. Leur objectif était d'atteindre la capitale tunisienne avant que les renforts de l'Axe n'arrivent. Le 22 novembre, les troupes d'Anderson étaient prêtes à lancer un assaut décisif contre Tunis, mais la météo ralentit leur avance. En une semaine, des pluies torrentielles avaient transformé le terrain aride en un véritable bourbier et les Alliés avaient d'énormes difficultés à progresser. La boue était devenue, au même titre que les troupes allemandes, un ennemi. Les Alliés arrivèrent trop tard pour s'emparer de Tunis. Les renforts nazis avaient déjà consolidé leur position et commençaient à lancer leur contre-attaque. Il était clair désormais que le combat pour l'Afrique du Nord n'allait pas être aussi facile qu'initialement espéré.
Les soldats américains inexpérimentés étaient engagés dans un combat difficile pour s'emparer de la Tunisie. Heureusement, pendant ce temps, la 8e armée avait beaucoup progressé depuis l'Est. Le général Eisenhower était convaincu que l'Axe allait finalement perdre pied dans cette partie du monde. En Grande-Bretagne, Winston Churchill jubilait. Il évoqua les événements des mois précédents dans un discours adressé à la population britannique. Nous venons juste de traverser le mois de novembre, un mois généralement de brouillard et de tristesse, mais dans l'ensemble un mois dont j'ai apprécié les nouvelles, bien meilleures que celles des mois précédents concernant les dramatiques événements en cours. Et je vous dis, avançons ensemble pour y mettre un terme. Le débarquement en Afrique du Nord avait atteint les objectifs que les chefs alliés avaient fixés, entre autres, soulager la pression des troupes allemandes sur le front russe. Au début du mois de novembre, Hitler avait annoncé « Stalingrad est entre nos mains ». Mais son attention se portant sur les événements d'Afrique du Nord, il semblait ignorer que le général russe Zhukov reformait une armée importante au nord de la ville en préparation d'une contre-attaque. Le 16 novembre, les premières neiges hivernales tombèrent sur les champs de bataille de Russie, faisant tourner l'avantage au profit des soldats soviétiques. La Volga devint un véritable pont de glace permettant le passage des troupes de l'armée rouge. En quelques jours, ils furent prêts à contre-attaquer. L'artillerie russe sonna le début de la manœuvre d'encerclement, menée conjointement par une armée au nord et l'autre au sud. Un demi-million de soldats et 15 000 tanks avançaient en d'immenses colonnes, tandis que 50 000 Cosaques fonçaient à bride abattus dans la steppe gelée. Sous la violence de l'assaut, les lignes allemandes commencèrent à plier, puis les Russes réussirent à ouvrir une brèche, écrasant le 6e corps roumain le 20 novembre. L'objectif de Zhukov était que les deux armées russes se rencontrent loin au sud-ouest de Stalingrad afin d'encercler entièrement la 6e armée allemande et de couper ses lignes d'approvisionnement. En moins de 4 jours, il atteignit son objectif et les deux pointes du mouvement en tenaille se rencontrèrent à 100 km à l'ouest de la ville. 250 000 soldats allemands étaient désormais piégés à l'intérieur de Stalingrad. Pour empêcher la 6e armée de briser l'encerclement, les Russes créèrent un couloir d'une largeur de 160 km qui la séparait du reste de l'armée allemande. Des centaines de tanks furent rapidement déplacés dans cette zone, ainsi que 60 divisions de soldats russes. Mais au lieu de presser la 6e armée à s'échapper tant que c'était encore possible, Adolf Hitler ordonna à son commandant, Paulus, de conserver ses positions et de tenir la ville à tout prix. Le 23 novembre, Hitler déclara que Stalingrad était une forteresse qu'il fallait défendre jusqu'au bout. Hermann Göring, adjoint d'Hitler et chef de la Luftwaffe, assura que ses avions pourraient larguer les approvisionnements à la 6e armée, mais en réalité, subvenir aux besoins d'un tel nombre de soldats était largement au-delà des capacités de l'aviation allemande. Les conditions météorologiques abominables, les problèmes techniques ainsi que la DCA russe participèrent à limiter les capacités de la Luftwaffe. Bien que de nombreuses tentatives pour ravitailler les soldats de Stalingrad eurent lieu, rapidement, ceux qui étaient piégés dans la ville se retrouvèrent à court de carburant, de munitions et surtout de nourriture.
Les forces soviétiques consolidaient leur position autour de la ville, combattant pour réduire toutes les poches de défense de Paulus. La situation pour des dizaines de milliers de soldats allemands devint désespérée. Il était de plus en plus évident que la Luftwaffe ne pourrait réussir à ravitailler la 6e armée. Une tentative d'opération de la dernière chance fut organisée. L'opération, nom de code Orage hivernal, avait pour objectif de briser l'encerclement et de relever les forces allemandes piégées. Le 12 décembre, la 4e armée de Panzer, sous le commandement du général von Manstein, commença son attaque et prit dans un premier temps l'armée rouge par surprise. Ils progressèrent rapidement le premier jour et les troupes de pointe réussirent à contre-attaquer les soviétiques. Mais le 13 décembre, l'avance ralentit considérablement et 3 jours plus tard, les Russes lancèrent leur seconde offensive. La résistance et les pertes augmentant, Manstein demanda à Hitler et au général Paulus de commencer les opérations de repli de la 6e armée. Tous deux refusèrent. Cette décision s'avéra fatale pour les milliers de combattants piégés dans Stalingrad. La 4e armée Panzer tentait encore d'ouvrir une brèche vers la 6e armée. Mais le 18 décembre, quelques jours avant Noël, Manstein fut obligé de stopper l'assaut. À la veille de Noël, la 4e armée Panzer commença à rebrousser chemin vers son point de départ et la 6e armée fut abandonnée à son triste sort. Les dernières tentatives des Allemands pour conquérir l'Union soviétique avaient échoué. En janvier, les survivants de Stalingrad n'auront d'autre choix que celui de se rendre à l'ennemi. Sur plusieurs champs de bataille, les armées de l'Axe menaient des combats désespérés et la victoire finale des Alliés ne semblait plus être qu'une question de temps. S'il existait une raison tangible de célébrer Noël, les états-majors restaient toujours aussi mobilisés dans leur quête d'une défaite du Troisième Reich. La bataille pour la Tunisie allait se poursuivre au cours de la nouvelle année. Il fallut attendre le printemps pour que les Alliés marchent dans Tunis conquise. Et pourtant, malgré ces bulletins de victoire, il faudra encore 2 années très dures pour mettre fin aux agissements du Troisième Reich. Dans le Pacifique, les Américains engagés dans une reconquête menaient, île après île, des combats d'une rare violence. Dans cette partie du monde aussi, il restait de nombreuses batailles à livrer pour venir à bout de cette composante orientale de l'Axe, le Japon. Épisode 14. L'Axe dans la tourmente.